Donc le gros théorème qui permet de construire pi et qui a un certain nombre de répercussions sur l'analyse et l'algèbre, c'est le suivant. Théorème, la fonction exponentielle de c dans c étoile est surjective. Alors on sait déjà qu'avec l'exponentielle, on ne peut pas atteindre 0. Exponentielle de z est différente de 0 pour tout z. Mais ce que se dit ce théorème, c'est que pour tout z différent de 0, pour tout complexe différent de 0, il existe un antécédent par exponentielle. Autrement dit, pour tout nombre complexe b, il existe a tel que exponentielle de a égale b, pourvu que b soit non nul. Ok. Et alors la preuve, elle a un petit peu une saveur d'analyse complexe, qui est un cours de L3. Donc elle va paraître un petit peu abstraite et un peu sortie un petit peu de nulle part. En quelques mots, quelle est l'idée? On va chercher un antécédent à un certain nombre z complexe. Et nous, il y a un nombre complexe dont on sait qu'il a un antécédent par exponentielle, c'est le nombre complexe 1. Et donc l'idée, ça va être de s'appuyer sur ce nombre dont on connaît un antécédent, qui est donc là. Et si maintenant j'ai un nombre complexe z qui est par exemple ici, en fait, d'une certaine manière, je vais faire quelque chose qui peut sembler compliquer le problème. Je vais trouver des antécédents à tous les nombres complexes entre 1 et z. En particulier, j'en aurais trouvé un pour z, en bout de chaîne. Ok? Et donc, je ne sais pas où est je vais définir une courbe qui relie 1 et z, par exemple un segment, et je vais construire, du coup, dans le plan complexe, je vais trouver des antécédents à cette courbe. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit un segment, c'est ces antécédents. Donc, supposons que j'ai effectivement construit une application qui va de 0 à 1. C'est une manière de construire un chemin qui va de 1 à z dans C étoile tel que Lz de 0 est égal à 1 et Lz de 1 est égal à z. Donc, initialement, je suis en 1 et puis en bout de chemin, je suis en z. Si j'avais un logarithme, ce qui n'est pas le cas sur les nombres complexes, en fait il en existe un, mais la définition est abstraite et compliquée, et on ne peut pas le définir sur tout le plan complexe, donc c'est pas passé par cette construction. Mais si j'avais un tel objet, autrement dit, je cherche, et mettons, donc, on va un peu raisonner par analyse-synthèse. Si pour chaque t, j'ai trouvé un antécédent à Lz de t, c'est-à-dire un point de ce segment, que je note grand Lz de t, qui sera donc quelque part ici. Ça, c'est envoyé sur ça c'est envoyé sur z, et puis les points intermédiaires sont envoyés sur un certain point intermédiaire. Donc ça, ce serait Lz de t pour un certain t, et ça, ce serait petit Lz de t. Bon, imaginons que j'ai réussi à construire ça. Si j'avais un logarithme sous la main, je poserais Lz de t. Pour savoir ce que vaut cet antécédent, je prendrais log de Lz de t. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de log sur les nombres complexes. Mais cette formule-là, elle suggère le fait que si je pouvais la dériver, donc tout ça est assez un peu balancé, du coup, je pourrais définir au moins la dérivée de Lz par la dérivée du membre de droite, ce qui serait ça. Mais en fait, ça me donne une manière de définir Lz de t par cette formule-là. Donc l'idée de la preuve, ça va être, ayant construit un truc qui relie 1 et z, de poser ça et de vérifier qu'en effet, c'est un antécédent à petit Lz de t. Et en particulier, en appliquant ça en t égale 1, on aura le résultat voulu. La seule difficulté à ce stade, c'est de justifier qu'on peut construire un chemin qui lie 1 et z qui ne s'annule pas. Vous voyez, j'ai la division par Lz de u, donc il ne faut pas que je passe par 0. Du coup, le segment que je propose, il marche très bien, sauf dans un cas particulier où z serait imaginaire pur de partie imaginaire négative. Auquel cas, ce segment, il va passer par 0. Bon, mais là, c'est pas très grave. On voit que ce qu'il suffit de faire, c'est de construire quelque chose qui, par exemple, va faire une petite boucle ici. Donc ça, je ne vais pas le démontrer, mais on peut très facilement proposer une formule qui est, je prends le segment si z n'est pas imaginaire pur de partie imaginaire négative, et un petit bidouillage pour gérer la situation où z est négatif, pour construire un chemin régulier. Alors là, celui-là, il n'est pas régulier, mais par exemple, de construire quelque chose comme ça. Donc la preuve va commencer comme ça. Soit, et il faut me croire que cet objet existe,
Lz, qui va de 0, 1 dans C étoile, de classe C1, qui relie... Alors pardon, la preuve commence par soit Z appartenant à C étoile, et j'en cherche un antécédent. Hein. Tout l'objectif de la preuve, c'est de trouver un antécédent à un certain Z que je me suis fixé. Donc soit Lz qui relie 1 à Z, c'est-à-dire que Lz de 0 égale 1 et Lz de 1 égale Z. Et maintenant, je vais poser ce que j'ai écrit en dessous. Et j'ai parfaitement le droit de le faire, hein, puisque le dénominateur ne s'annule pas. Donc je vais poser pour t appartenant à 0, 1, soit Lz de t égale l'intégrale de 0 à t de L'Z de u sur Lz de u du. Et montrons que exponentielle de Lz de t est égale à petit Lz de t. On aura fini, hein, on aura gagné si on démontre ça. On démontre ça puisque pour t égale 1, Lz de 1 sera alors... si j'évalue en t égale 1 cette égalité, j'obtiens exponentielle de Lz de 1 égale petit Lz de 1, et petit Lz de 1, ça vaut z. Donc j'aurais trouvé un antécédent. A, z sera alors un antécédent. Je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, c'est une définition assez abstraite, enfin, du moins de manière intégrale, mais il n'empêche que, peu importe, c'est un antécédent de z. Alors comment je vais faire ça? Je définis, c'est classique, h de t, je définis h, l'application qui a t associe Lz de t exponentielle moins Lz de t. Et tout est de classe C1 dans cette histoire, puisque petit Lz est de classe C1, grand Lz l'est aussi. Hein. C'est comme primitive d'une fonction, en l'occurrence c'est dérivable. Hein. Et même de classe C1, vu les choix que j'ai fait pour petit Lz. Le fait que j'ai demandé que Lz soit de classe C1, ça implique que ça c'est continu. Et donc je prends la primitive d'une fonction continue, c'est bien une fonction dérivable. Une fonction de classe C1, pardon. Tout ce qui compte pour moi, c'est que je puisse dériver cet objet, hein, qui est dérivable. Donc je dérive. Pour tout t appartenant à 0, 1, h' de t. Pourquoi j'ai introduit cette fonction, hein, parce que je veux montrer que la fonction h, vous voyez, je veux montrer qu'elle est constante égale à 1. Si j'arrivais à démontrer ça, j'ai gagné, puisque dire qu'elle est constante égale à 1, c'est bien démontrer cette égalité. Donc h' de t, je calcule. Ça fait simplement l'exponentielle de moins Lz de t va se mettre en facteur. Il va y avoir d'abord L'Z quand je dérive ce terme. Et puis, il va y avoir moins la dérivée de grand Lz, c'est-à-dire la dérivée de grand Lz, hein, c'est simplement petit L'Z sur petit Lz, évalué au point t, fois Lz de t. Et donc ça fait 0. Hein, ce qui est entre parenthèses, là, le Lz se simplifie ici, puis j'ai L'Z moins L'Z, donc ça fait 0. Donc j'ai presque fini, puisque maintenant j'en déduis que donc h est constante, égale, moi je voudrais montrer qu'elle est constante égale à 1, mais si j'évalue h en le point qui m'intéresse, c'est-à-dire ici 0, j'obtiens quoi? J'obtiens est égal à, constante égale à h de 0, et h de 0 ça vaut Lz de 0, c'est-à-dire 1, fois exponentielle de moins grand Lz de 0, et grand Lz de 0, hein, c'est l'intégrale de 0 à 0 de quelque chose, ça fait 0. Donc là, ça fait 0. Et donc l'exponentielle vaut 1. Donc tout ça, ça vaut 1. Ce que je voulais montrer. Donc la fonction exponentielle est bien surjective. Et ça, c'est très joli. Alors, du coup, j'en déduis le théorème suivant, qui est le gros théorème. Alors peut-être avant ça, je voudrais juste faire la remarque suivante, qui est importante, hein, c'est sont que les... Alors non, je la ferai quand j'aurai défini cosinus et sinus. Et donc maintenant, théorème. Et donc le théorème, c'est donc la définition de pi, qui s'énonce ainsi. Donc l'application θ qui associe exponentielle iθ est périodique.
si on note t sa période, la périodique sur R, la fonction définie sur R, donc de R dans C, et périodique, si on note t sa période, on définit eh bien, pi égale t sur 2. Voilà la définition de pi. Vous voyez, c'est une définition très abstraite. Et ça consiste à démontrer qu'une certaine fonction est périodique et à poser pi étant sa période, en l'occurrence divisée par 2. L'idée, c'est que ici, du coup, ce sera effectivement la période de cette fonction, ce sera 2pi, une fois que pi est défini ainsi. Ok. Et alors la preuve, c'est un petit bijou parce que ça mélange des propriétés un petit peu analytiques qu'on a démontrées sur l'exponentielle, sa surjectivité, enfin du moins qu'on a obtenu par des arguments très analytiques avec des intégrales, et ça mélange un argument d'algèbre. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter gamma, c'est l'ensemble des θ appartenant à R, tel que exponentielle iθ est égal à 1. Ok. Et ce que j'affirme, c'est que gamma est un sous-groupe de R muni de la loi plus. Donc c'est là qu'on rentre dans le monde de l'algèbre. Alors pour montrer que c'est un sous-groupe, ça c'est complètement évident, il faut que je démontre. Donc ça c'est le premier argument. En effet, je dois démontrer que l'élément neutre de R muni de la loi plus est dans gamma, mais ça c'est bien le cas, exponentielle de 0 fait 1. En effet, exponentielle de i fois 0 égale 1, donc 0 appartient à gamma. Ça c'est le premier point. Si θ1, θ2 sont dans gamma, eh bien j'obtiens que θ1 plus θ2 appartient à gamma. Ça c'est juste les propriétés de l'exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Et puis de la même manière, si θ1 appartient à gamma, si θ1 appartient à gamma, moins θ appartient à gamma. Okay. Ça, c'est grâce aux propriétés qu'on a déjà montrées sur l'exponentielle. Et donc là, on va utiliser un résultat très important, c'est que si on a un sous-groupe de R+, donc un sous-groupe, là on est en train de dire que si on ajoute deux éléments de cet ensemble, ils sont toujours dedans, si on prend l'inverse, il est toujours dedans, et bien de deux choses l'une, ça c'est un théorème sur les groupes, donc rappel, si gamma est un sous-groupe de R+, et bien de deux choses l'une, alors soit gamma est dense dans R. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dans gamma, ça couvre quasiment tout R. C'est le cas par exemple de l'ensemble Q. Soit gamma est dense dans R, soit il existe grand T tel que gamma égale grand T réel tel que gamma égale Tz. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gamma, c'est l'ensemble des multiples d'un certain grand T. Et nous, bien sûr, on a très envie de se placer, de démontrer que nécessairement on est dans ce cas-là. Donc allons-y. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire la remarque suivante, c'est que si gamma, par l'absurde, si gamma est dense dans R, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, exponentielle pour θ appartenant à R, il existe une suite θn appartenant à gamma telle que θn tend vers θ. C'est ça, être dense. Tout point de R peut être approché par une suite d'éléments de gamma, θn, une suite d'éléments de gamma telle que θn tend vers θ. Et donc, si je regarde par continuité, ça implique que exponentielle iθ, c'est la limite par continuité de exponentielle iθn
Mais comme chaque θn est dans gamma, exponentielle i d'un truc dans gamma, ça fait 1. Donc ça fait 1. Et donc exponentielle iθ égale 1. On aurait donc, pour tout θ appartenant à R, exponentielle iθ égale 1. Et on va montrer que c'est absurde. On va montrer que ce n'est pas possible que pour tous les imaginaires purs, exponentielle valent 1. Comment on va faire ça? On va se rappeler qu'on sait que exponentielle est surjective. Donc on va montrer que on n'est pas arrivé à une contradiction, mais on n'est plus très loin. Comme exponentielle est surjective, il existe z0 appartenant à C, tel que exponentielle de z0 égale moins 1. Alors je vous fais une remarque ici, il ne faut pas croire que... On pourrait dire, mais en fait depuis le début, c'était facile de définir pi comme exponentielle est surjective. Je sais qu'il existe z0 complexe, exponentielle z0 égale moins 1. Alors, je vais y venir juste après. Donc exponentielle de z0 égale moins 1, ok. Et je vais juste montrer que nécessairement ce z0, il est imaginaire pur. Alors ça, il suffit de calculer le module de l'exponentielle de z0, qui vaut du coup 1. Mais on a vu que quand un nombre complexe est de module 1, ça implique que forcément z0 appartient à IR. Mais là, j'arrive à ma contradiction. J'ai trouvé un nombre complexe z0 qui s'écrit iθ pour un certain θ, puisqu'il est imaginaire pur, tel que exponentielle de z0 égale moins 1, mais son exponentielle devrait aussi valoir 1. C'est là qu'on arrive à une absurdité absurde. Alors juste donc une remarque importante, ici vous pouvez me dire, mais en fait c'était simple de définir pi maintenant quand on savait qu'exponentielle était surjective. Je sais qu'il existe un antécédent à moins 1, par cet argument je sais qu'il est imaginaire pur, et donc je dis, voilà, je le prends et je dis que pi c'est pas z0, mais z0 c'est écrit i fois quelque chose et c'est quelque chose que j'appelle pi. Le problème de faire ça, c'est qu'il n'y a pas unicité de l'antécédent de moins 1. Okay, donc lequel appellerait-on pi? Donc c'est là qu'on est obligé un petit peu de faire des choses plus subtiles pour choisir en fait entre guillemets le plus petit, ce qui consiste à prendre la période de la fonction. Ok, en tout cas je suis arrivé au bout de mon raisonnement par l'absurde et j'en déduis que donc je suis dans cette situation-là. Et ça c'est exactement ce que je voulais montrer. Ça clôt la preuve. Dire que gamma c'est tous les multiples de t où les multiples sont des entiers relatifs, ça démontre précisément que exponentielle, la fonction qui a θ associée exponentielle iθ est périodique. Et donc ça permet de définir pi. Ok, alors je fais juste une remarque, c'est qu'un corollaire de ça, donc vous voyez c'est un résultat vraiment de toute beauté, ne serait-ce que par sa preuve, puisqu'il mélange ce résultat d'algèbre sur les sous-groupes de R et vraiment des propriétés analytiques de l'exponentielle. Donc corollaire, on a la formule exponentielle ipi égale moins 1. Alors pourquoi ça? On sait que exponentielle, par définition, exponentielle 2ipi, alors je devrais du coup pour l'instant garder cette notation pour que ce soit clair. Exponentielle 2ipi, je vous rappelle que 2pi c'est précisément ce qu'on a appelé t, donc c'est un nombre tel que exponentielle i fois ce nombre est égal à 1, ça vaut 1. Et ce nombre-là, il admet, il y a deux racines possibles, c'est moins 1 et 1. Donc exponentielle ipi égale 1 ou exponentielle ipi égale moins 1. Et alors ici, comment je concluais? Ah oui, alors. Ok, donc effectivement, exponentielle ipi égale moins 1. Donc, ce qui se passe, c'est que si exponentielle ipi est égale à 1, j'ai trouvé quelque chose. T, c'était la plus petite période, c'est le plus petit élément, tel que exponentielle iθ est t périodique. Et je sais que pi, c'est strictement plus petit que de pi, donc c'est pas possible. On aurait une plus petite période. Alors ça, c'est la période t. On aurait une plus petite période.
Par définition, ça c'est la période de la fonction, et donc je ne peux pas trouver un élément qui est lui aussi une période et qui est strictement plus petit. Okay, donc c'est bien que exponentielle i pi égale moins 1, qui est la formule de l'air. Ok, alors finissons peut-être avec la définition de cosinus et sinus, et par vous dire un mot sur le changement de variable polaire, hein, qui résulte de la surjectivité de l'exponentielle complexe. Et puis je m'arrêterai là, hein, sur les propriétés de l'exponentielle, ce qui est déjà pas mal. Okay, donc, en quelques mots, hein, comment on définit cosinus et sinus? Eh bien, tout simplement, cosinus, on définit, donc définition, cosinus de x, alors, en fait, cosinus de z pour z appartenant à C, hein, cosinus de z, on le définit comme exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2. Et puis sinus de z, on le définit comme, alors il y a aussi éventuellement, plus bien sûr, il y a aussi cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, mais donc ça c'est pas c'est moins intéressant. Exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i. Et donc ce qui est important, c'est que en particulier, hein, pour x appartenant à R, donc qu'est-ce qu'on déduit de ça? Pour x appartenant à R, cosinus x, c'est donc rien d'autre que la partie réelle de exponentielle ix, et sinus de x. Remarque, il n'y a pas d'ambiguïté à écrire e de quelque chose quand on a un imaginaire pur. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire. Et sinus de x, c'est la partie imaginaire de exponentielle x. Et donc ça, à partir de ça, vous en déduisez hein, simplement les formules, simplement, soit en écrivant ça, soit à partir de la partie réelle, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n x puissance 2n sur 2n factoriel. Et ça, c'est la somme, pour n égale 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance n x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ok, donc vous avez aussi au passage la définition de cosinus et sinus comme des séries. Hein, vous pouvez mettre des z ici pour ce qui est de la définition de cosinus z et sinus z à partir de séries entières. Voilà, et donc la dernière remarque que je voulais faire, c'est donc le changement. Si maintenant je veux faire du changement en coordonnées polaires, donc je me donne x, y appartenant à R2. Donc c'est juste une remarque maintenant, coordonnées polaires. Je me donne xy appartenant à R2, et que j'identifie, hein, je peux voir ça comme un point du plan complexe, x plus y, et je suppose hein, que xy est différent de l'origine. Hein, du coup, x plus y n'appartient pas à ces étoiles. Okay, c'est un nombre complexe. Par surjectivité d'exponentielle, par surjectivité de exp, j'obtiens quoi? Il existe z appartenant à C tel que x plus y. Donc que mon point xy du plan complexe, je peux le représenter comme exponentielle de z. Je dois l'écrire comme ça, exponentielle de z. Et qui s'écrit encore exponentielle de réel de z, exponentielle de i imaginaire de z. Et donc, si j'appelle ceci petit r, et que j'appelle ça θ, bah avec ces définitions-là, hein, cosinus x, c'est la partie réelle de exponentielle x, et sinus x, c'est la partie imaginaire d'exponentielle x, ça, c'est pareil que r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Vous pouvez le vérifier. De cette écriture, hein, donc ça vous montre qu'un nombre, un point du plan qui donc peut être décrit par son abscisse, son ordonnée, ou sa partie réelle et sa partie imaginaire, vu comme point du plan complexe, pour peu que ce point ne soit pas l'origine, eh bien, il peut se décrire en polaire par sa distance à l'origine petit r, hein, puisqu'effectivement, on peut faire ici le lien facilement entre r carré et x carré plus y carré qui sont la même chose, et
l'angle, hein, ici, θ. Et donc, d'où sortent ce x, ce r et ce θ? Eh bien, ce r, il sort comme donc, à partir d'un z qui est antécédent de x plus y. R sort comme l'exponentielle de la partie réelle de z. Et θ n'est rien d'autre que la partie imaginaire de z. Et donc, pour établir ce résultat-là, vous voyez, la surjectivité de l'exponentielle complexe est absolument centrale. Donc, c'est intéressant, cette partie-là, c'est des outils un peu différents de ce qui font le cœur de ce cours sur les séries entières, mais par des arguments analytiques et par l'intervention d'un argument purement algébrique sur les sous-groupes de R, eh bien, l'exponentielle complexe permet de définir pi, et il faut donc dire que c'est la larme à l'œil, hein, qu'on finit cette séquence.